Bonjour à tous, je m'appelle Jean de la Roche-Brochard, je suis partenaire chez Kima Ventures. Kima Ventures, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fonds d'investissement dans les startups de Xavier Niel, le fondateur de Free. On investit à peu près dans une centaine de startups par an, un tiers aux US, un tiers en Europe, un tiers en France, et en moyenne 150 000 € par deal. Tout type d'entreprise, quel que soit le secteur, et à des stades qui sont à la fois l'amorçage et ce qu'on appelle le Série A. Ce qu'il faut comprendre dans l'investissement, c'est que c'est un people business qui est drivé à la fois par la réputation et par la performance. Pourquoi people? Tout simplement parce que la seule chose invariable dans un projet, c'est les gens et rien d'autre. Vous pouvez changer de marché, changer de produit, pivoter, faire énormément de changements, mais la seule chose que vous ne changez pas, c'est les gens, c'est les fondateurs. Si vous changez les fondateurs, c'est que vous changez complètement d'entreprise, et dans ce cas-là, on ne parle plus du tout de la même chose. Et la seule chose qui compte dans l'investissement aujourd'hui, c'est la réputation et la performance. Ce qui se passe, c'est que sur le long terme, c'est sur le long terme qu'on mesure la performance d'un fonds d'investissement, généralement sur un cycle de 7 à 10 ans, voire plus parfois. Et donc pendant tout ce temps, avant que la performance se fasse, et avant qu'on puisse juger quelqu'un sur sa performance, il faut qu'on puisse le juger sur autre chose. Et sur quoi on peut le juger? Sur le fait qu'il est sympa, qu'il est abordable, qu'il fait des bons feedbacks, qu'il est poli, qu'il est réactif. C'est la réputation qui fait la vie d'un investisseur pendant tout ce temps-là. Et c'est comme ça que ça marche. Et comme on est dans un people business drivé par la réputation, on s'attend à ce que tous les gens qu'on croise, il faut faire un effet positif maximal pour s'assurer que ces gens-là, après, parleront de vous en bien aux autres investisseurs, aux autres entrepreneurs, à tous les gens qui croisent. Et c'est cet effet boule de neige, c'est tout cet effet réseau positif qui fait qu'un investisseur ensuite se bâtit une bonne réputation. Et l'inverse, malheureusement, est vrai. Et comme toute chose, il est beaucoup plus facile de détruire que de construire. Construire une bonne réputation, ça prend du temps. Se casser sa réputation par quelques mauvais actes, ça peut se faire en un clin d'œil. Donc on fait très attention. Et le piège de l'investissement, c'est qu'on tombe souvent dans un piège de pouvoir et de confort. Pourquoi de pouvoir et de confort? Si vous regardez le modèle d'un investisseur classique, qu'est-ce qu'il fait? Il lève une centaine de millions d'euros, mettons, pour investir sur les 5 prochaines années. Il sera jugé dans 7 à 10 ans. Pendant ce temps-là, il va prendre 2,5% par an de ce fonds-là en ce qu'on appelle management fees, donc un peu plus de 2 millions, et tout ça pour payer sa structure. Alors c'est génial, il est dans une position de confort super, parce que pendant 7 ans, en fait, il va toucher cet argent pour pouvoir payer sa structure, et on ne le jugera sur sa performance que dans 7 ans. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Après 4-5 ans, comme il voit que son fonds commence à s'amenuiser, qu'il doit garder des réserves pour ses lignes de financement qu'il a financées avant, il lève un deuxième fonds. Et quand il lève son deuxième fonds sur la base de plus-value latente. Le plus-value latente, c'est quoi? C'est la valorisation de vos boîtes sur le papier. Parce que ces boîtes-là, elles ne sont pas vendues encore. Et c'est normal, ça prend du temps de vendre une boîte, d'avoir un événement de liquidité sur une start-up. Et naturellement, dans un cycle haut, comme aujourd'hui, plus ça va, plus les boîtes lèvent de l'argent, plus les valorisations augmentent, et les plus-values latentes, par définition, elles sont positives. Donc vous levez un deuxième fonds. Et vous avez encore 7 ans devant vous. Donc un fonds classique va avoir 15 ans de vie peinard devant lui. Ça, c'est la position confortable. Et puis en plus, vous êtes dans une position de confort, parce que vous recevez 1500 dossiers par an, vous en faites 3, et puis c'est vous qui avez le chéquier. Vous êtes assis, tranquille, c'est pas vous qui trimez, c'est les entrepreneurs qui triment. Vous devez faire un choix une fois, et vous ne devez pas avoir tort. Et une fois de temps en temps, on va vous demander d'être là pour faire une bonne intro, pour discuter stratégie, pour aller à un board, pour les aider sur les prochaines levées, mais qui trime toute la journée? C'est les entrepreneurs. Donc, les investisseurs sont dans une position de pouvoir et de confort, et qu'est-ce qui se passe? Si je vous donne à tous ici du pouvoir et du confort, j'ai une chance sur 2 que la moitié d'entre vous deviennent médiocres, stupides, fainéants, ou les 3 en même temps. Et donc c'est ça le problème de l'investissement aujourd'hui, c'est que vous avez énormément de très bons professionnels, et puis vous avez énormément aussi de gens qui sont installés dans cette position de confort, et qui, parce qu'ils ont du pouvoir et du confort, ils ne se remettent pas en question et ils n'avancent pas. Nous, chez Kima, je vais vous en parler un peu après, on a de toute manière une problématique structurelle qui fait qu'on est obligé d'avancer. Si on n'avance pas, ce n'est pas un problème de réputation, ce n'est pas un problème de performance, c'est un problème d'agenda. On est mort avec 100 deals par an à 4 personnes. Donc, vous avez une position de pouvoir, position de confort. La seule chose que vous devez faire, c'est rester sympa et continuer d'avancer. Quand on a du pouvoir, on apprend à être sympa. Si demain vous croisez Xavier Niel à un événement, à un rendez-vous, n'importe où, c'est probablement le mec le plus sympa que vous allez rencontrer. Et c'est ça aussi qui fait sa réputation. Il reçoit 2000 emails par jour,
il y répond quasiment à tous. Si vous le voyez, il aura toujours un mot gentil, toujours un sourire, il fera toujours attention à être abordable et bienveillant auprès des entrepreneurs. Et c'est ça qui fait la réputation d'un Xavier Niel aujourd'hui. Et puis évidemment, continuer d'avancer. Dans un métier où il y a beaucoup de pouvoir et de confort, il y a peu de compétition, à moins qu'il y ait beaucoup de liquidité. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de liquidité, donc la compétition commence à augmenter au sein des investisseurs, entre business angel, fonds de seed, fonds de série A, etc. Mais globalement, le métier d'investisseur n'est pas un métier très compétitif. Sur un deal, vous vous retrouvez face à 1 ou 2 personnes maximales. Donc, l'enjeu pour vous, c'est que comme vous n'êtes pas poussé par la concurrence à faire mieux, il faut que vous poussiez vous-même à avancer. Et c'est ça tout l'enjeu. Dans la vie, vous n'avez que 2 options. Que vous soyez investisseur ou entrepreneur, c'est la même chose. C'est soit grossir, soit scaler. Vous rajoutez des mecs ou vous rajoutez des process. Il n'y a rien d'autre au milieu. Et quand vous avez un fonds d'investissement avec des management fees qui sont limités, à moins que vous vous appeliez Andreessen Horowitz, que votre dernier fonds fasse 1,5 milliard et que vous preniez grosso modo une 50aine de millions d'euros de management fees par an, vous ne pouvez pas grossir. Vous êtes obligé de scaler. C'est ça le gros enjeu. Et c'est l'enjeu à la fois pour nous chez Kima Venture, et c'est aussi l'enjeu pour plein de fonds d'investissement français qui commencent à avoir de plus en plus de lignes de participation et qui se demandent comment elles peuvent tenir avec tous ces boards, tous ces entrepreneurs et toutes ces boîtes en portefeuille. Chez Kima, on voit à peu près 700 deals par semaine dans le monde entier. Et évidemment, on en fait 2 par semaine en moyenne. On fait 100 deals par an, 150 000 € par deal. C'est énorme. Et on a maintenant 400 startups dans notre portefeuille. Et on est 4 personnes pour faire ça, plus la compta. Alors comment on fait? Parce que vous avez 400 boîtes en portefeuille, vous avez 700 deals, vous en closez 2, vous en rajoutez 100 par an. Dans 2 ans, moi je mets la clé sous la porte, je dépose le bilan, c'est fini, je suis mort, mon agenda il est foutu. Donc, on est obligé de s'organiser. Et pour s'organiser, il y a 3 choses qui comptent, et qui comptent dans le métier de VC avant tout. Les 2 premières choses, c'est l'organisation et la consistance. L'organisation, c'est si moi je fais des meetings de plus de 40 minutes, c'est foutu. Si mes calls durent plus de 20 minutes, c'est foutu. Si je ne suis pas capable d'être inbox 0 le mercredi soir et le dimanche soir, c'est foutu. Donc, il est hyper important d'être super organisé de façon à pouvoir recevoir les entrepreneurs, un maximum d'entrepreneurs, faire du feedback, les écouter et aussi savoir leur dire non très rapidement pour pouvoir se focus sur les dossiers sur lesquels on est intéressé. Et donc si parfois vous allez me voir et que vous m'envoyez un email et que rapidement je vous réponds non, ma position c'est juste qu'en vous disant ça et en prenant une position rapide, ça me permet de me focus sur le reste des gens que je vais voir le reste de la journée et pendant le reste de la semaine. Et le pire dans une organisation, c'est d'accumuler les choses. Si vous accumulez, vous êtes foutu. Donc, la première chose, c'est de s'organiser. La difficulté, moi j'ai de la chance parce que j'ai un seul LP, il s'appelle Xavier Niel. Quand j'ai besoin de lui, je lui envoie un mail, dans la demi-heure, j'ai une réponse. Quand vous êtes un investisseur classique, vous êtes contraint. Vous êtes contraint par plein de choses. Vous êtes contraint par vos LP, c'est les gens qui investissent dans votre fonds, qui sont généralement des corporates qui ne comprennent pas exactement ce que vous faites, mais qui sont hyper intéressés. Vous avez vos partenaires qui sont avec vous, qui sont des gens avec qui il faut communiquer, il faut échanger, c'est un partage, le partnership, c'est quelque chose avec lequel il faut vivre, et donc c'est du débat, et le débat ça prend du temps, c'est pas toujours utile, c'est même souvent stérile, on aimerait bien pouvoir se dire je te donne une question, tu me donnes la bonne réponse, on n'en parle plus, mais c'est pas vrai. Et puis vous avez vos boards, comme vous mettez beaucoup d'argent dans ces boîtes-là, nous c'est pas le cas chez Kima, on met 150 000 €, et généralement on a des investisseurs professionnels, à la Isaïe, Alven, Idinvest, Partech, etc., qui viennent après et qui, eux, font ce rôle de support de boîte quotidien, parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent au travail, eh bien, vous avez ces boards qu'il faut gérer, et ça prend du temps de gérer les entrepreneurs, parce qu'ils ont besoin de vous régulièrement, et plus vous avez de boîtes, et plus vous devez leur donner de temps, et plus ça prend du temps. La deuxième chose qui est importante, en plus de l'organisation, c'est la consistance. Si vous ne savez pas ce que vous cherchez dans un monde de multitudes, ou si vous ne savez pas ce que vous regardez, ou ce que vous analysez dans un monde de multitudes, vous êtes foutu. C'est simple, vous avez 700 deals par semaine, un VC classique voit 2000 boîtes par an. S'il ne sait pas ce qu'il cherche en tant que marché, qu'entrepreneur, type d'entreprise, s'il n'a pas une thèse d'investissement solide, il va passer beaucoup de temps à regarder des dossiers qu'il ne fera jamais. Et donc, l'importance de se bâtir une consistance dans sa thèse d'investissement, dans la manière dont on fait ce métier-là, c'est ce qui permet d'être super efficace dans son organisation et de se focus sur les choses qui comptent. Et vous, en tant qu'investisseur, même les entrepreneurs, ils regardent votre portfolio, ils regardent les gens chez qui vous avez investi, ils regardent ce que vous dites dans les conférences, sur vos blogs, etc. Et ils disent « OK, on sait que, par exemple, Philippe Botteri chez Accel, sa cam, c'est le SaaS, les boîtes qui font plus de 100 000 de MRR. »
Fin de l'histoire. C'est facile. Vous savez que c'est son sweet spot. Alors évidemment, vous pouvez être en dessous et plaire à son équipe. Vous pouvez être au-dessus et évidemment être aussi dans le sweet spot. Mais vous savez que le sweet spot est là. Vous regardez son portefeuille, il est hyper consistant. C'est globalement du SaaS. Et donc la consistance, c'est ce qui permet finalement de se focus sur les choses qu'on sait faire, là où on est bon, et de faire bien le métier. Et puis l'enjeu pour nous, chez Kima Ventures, mais l'enjeu en fait pour tous les gens qui ont un portfolio qui est en train de grandir, c'est le software. Depuis 15 ans, depuis 20 ans, les VC investissent dans le software, on vous bassine avec le SaaS, on vous bassine avec Software Hits the World, et pendant ce temps-là, aucun VC ne bâtit son software en interne, à part quelques-uns qui font 2-3 CRM, etc. C'est un truc de malade. C'est-à-dire qu'on continue d'investir comme on le faisait il y a 20 ans. Alors qu'il y a 20 ans, de toute manière, il n'y avait pas de soft. Nous, on est contraint par notre portfolio, on est contraint par notre rythme d'investissement. De toute manière, on se contraint automatiquement à devoir se poser la question, est-ce qu'on doit faire un software? Et évidemment qu'il faut bosser sur un software quand vous avez notre volume, et c'est comme ça qu'on fait de l'investissement at scale. J'ai un jour un mec qui me dit « Ah, mais en fait, Kima Venture, c'est le McDo du venture. » Je dis « Oui, bien sûr, c'est le McDo du venture. » En fait, la différence entre toi et moi, c'est que moi, je fais mon métier de manière professionnelle et je le scale, et toi, tu fais 3 deals par an. Donc, je ne suis pas sûr qu'on compare les mêmes choses. Tu ne compares pas Ducasse à McDo, bah, tu ne compares pas Kima Venture à Idinvest. Ça ne marche pas. Comment est-ce qu'on fait pour scaler le software chez nous? On a Kima Lab. Kima Lab, c'est notre back-office. Voilà à quoi ça ressemble. Tous les jours, on reçoit à peu près 100, 150 deals qui arrivent ici, qui sont classés avec un screenshot, une géographie, un secteur, une description courte, une description longue. On est en train de rajouter le profil des fondateurs. Et là, avec un bouton sur mon clavier, je peux dire oui ou non. C'est mon Tinder de l'investissement. Soit je dis oui, soit je dis non, ça rentre dans mon CRM ou ça sort de mon CRM. Une fois que c'est rentré dans mon CRM, en fonction des notes de tous les gens de l'équipe, moi, Vincent, Alexis et Rose, on détermine qui va récupérer le dossier et qui va s'en occuper. Et ça rentre dans review, analyse, négociation, closing, closed. Pour chaque deal, on sait exactement qui a voté quoi, on peut l'assigner et le passer à une étape supérieure. Et puis enfin, on a toutes les informations qui lui concernent, c'est-à-dire le pitch deck, quand est-ce que c'est rentré dans le back-office, les commentaires internes qu'on fait, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on s'organise en interne. Après, ce qu'on fait, parce que chacun, et c'est un peu aussi la problématique du VC, et vous allez voir chez tous les grands fonds, vous discutez avec les Index, Axel, Balderton, la problématique qu'ils ont, c'est pas de vouloir faire du software, c'est de vouloir faire un software qui marche pour l'ensemble des partenaires du fonds. Chaque partenaire a une certaine manière pour s'organiser. Il y en a certains qui vont utiliser Outlook, d'autres qui vont utiliser Gmail, il y en a qui passent leur vie dans l'avion, d'autres qui passent leur vie à rencontrer des entrepreneurs, d'autres qui n'aiment pas trop ça et qui préfèrent se focus sur des cas très spécifiques. Vous avez une population hétérogène à qui vous devez essayer de fournir un software homogène, c'est hyper difficile. Donc ce qu'on fait chez nous, chez Kima, c'est que toute notre soft est développée, évidemment, c'est la base on top d'une API. Et par exemple, Kima Lab chez moi est plugué avec Streak sur mon Gmail, et à chaque fois que je passe une boîte sur Kima Lab, ça se passe dans mon Streak et inversement. Et ça nous permet de nous organiser individuellement et collectivement de manière performante. Pour vous, entrepreneurs, qui vous posez la question, Kima Venture, j'envoie mon dossier, qu'est-ce qui se passe? On s'est dit qu'en fait, il n'y avait aucune raison qu'on ne soit pas hyper transparent avec les entrepreneurs. Donc si demain, vous envoyez un dossier, vous allez recevoir automatiquement un tracking number. Ce tracking number, il vous permet de savoir exactement où vous en êtes dans notre CRM interne et à qui a été assigné votre deal. Ça vous permet de savoir qui c'est et pourquoi pas de nous relancer. Je ne vous dis pas qu'on est toujours... on se trompe plus qu'on a raison. C'est le piège de l'investisseur. L'investisseur a globalement plus tort qu'il n'aura raison. Parce que le succès, c'est quelque chose qu'on écrit a posteriori, qui n'est pas dans le consensus, qui est contre-intuitif. C'est hyper difficile. On ne voit pas comment est-ce que le marché sera dans 5 ou 10 ans. On fait des projections, on a des idées, on a des thèses, on pense à la manière dont ça peut se passer, mais la réalité, c'est que vous ne le savez pas. Et globalement, on a tort. Et comme on a tort, si demain vous rentrez sur Kima Lab, vous voyez un tracking number, que vous voyez qu'il a été assigné à Jean, mais que Jean a rejeté votre deal, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Même si je vous réponds avec 3 mots derrière, le fait que vous m'envoyez un email fait que de toute manière, je vais passer 30 secondes de plus à regarder votre sujet. Et comme il y a de grandes chances que j'ai tort, peut-être qu'un jour, je vais repêcher 1, 2, 3 d'entre vous et que ça va bien se passer. Donc surtout, n'hésitez pas. Et c'est à ça aussi qu'on mesure les entrepreneurs. C'est à leur résilience, c'est à leur capacité de se battre, d'aller chercher le deal, d'aller chercher leurs investisseurs. Donc il ne faut surtout pas hésiter. Cet outil, il n'est pas juste pour vous dire « Salut, tu as été rejeté, so long ». Ça veut dire « Voilà où tu en es, va tenter ta chance ». Une fois qu'on veut faire un deal, qu'est-ce qu'on fait? On envoie un feu vert à Xavier. Et oui, on investit l'argent de Xavier. Vous ne croyez quand même pas qu'on investit l'argent de Xavier sans demander à Xavier son avis sur les deals. Xavier a un email dans son inbox sur
tous les deals qui ont été faits, toutes les conditions, depuis que Kima a été créé en 2010. Vous lui demandez de vous retrouver un mail, en 10 secondes, c'est retrouvé. On envoie ce mail à Xavier, généralement dans la demi-heure, dans l'heure, parfois dans la journée ou dans les 2 jours. Vous allez recevoir la réponse de Xavier. Bon, là, il était content de faire ce deal, c'est Trusk. Et une fois qu'il a fait ça, on a 2 étapes qui sont signing et wire. Signing, c'est quand on signe la documentation, et wire, c'est quand on fait les virements. Et pareil, qui sont validés par Xavier à chaque fois. Donc on a un process très simple. La différence entre un VC classique et Kima, c'est que Kima, c'est une structure horizontalisée dont le décideur final est Xavier et il fait confiance à sa team. Quand vous êtes dans un fonds classique, vous avez un partnership. Le partnership, c'est un échange. C'est la difficulté de faire des deals qui sont en dehors du consensus, en allant chercher le consensus de ses partenaires. Ça prend un peu plus de temps. Nous, on a l'avantage de ne pas avoir ce temps de discussion, de débat, qui peut évidemment être utile, mais qui aussi prend beaucoup de temps, et on peut se focus sur les deals grâce à ça, et le seul décideur à la fin de la journée, c'est Xavier. Une fois qu'on a investi dans nos boîtes, eh ben, il faut qu'on les fasse entrer dans un outil interne qu'on appelle Kima Forward. Et Kima Forward, c'est quoi? C'est la manière dont on onboard nos entrepreneurs. Chaque entrepreneur qui rentre chez Kima, dans lequel on fait un investissement, reçoit un accès pour Kima Forward, sur lequel il y a tout simplement les basics de comment ça marche la relation avec Kima, qu'est-ce qu'on attend d'eux, quelques conseils de base sur le recrutement, sur la croissance, sur le reporting, etc., etc. Parce qu'on a 400 boîtes en portfolio, qu'on en fait 100 tous les ans, et que notre métier est un métier de réputation, je suis dans une position hyper schizophrène. Parce que si j'ai 100 deals par an, j'en ai 400 en portfolio, la probabilité que je puisse passer du temps avec vous, elle est faible. Or, je suis dans un métier de réputation, donc il faut que je passe du temps. Donc comment je fais? L'idéal, ce serait que je puisse bosser la nuit sans avoir rien à faire. Ce serait que je puisse fournir du service aux entrepreneurs en dormant. Ça, c'est génial. Ça, c'est ma came. J'aimerais trop faire ça. C'est comme si j'avais pu envoyer un bot vous faire ce talk ici pendant que je discutais avec 3 entrepreneurs dehors. Évidemment, je caricature et je pousse ça à l'extrême. Mais aujourd'hui, le VC, l'investisseur, est limité par sa capacité personnelle et personne n'a de software aujourd'hui pour accompagner les boîtes at scale sans décrocher son téléphone ou écrire un email soi-même. Donc ce qu'on fait chez Kima Venture, c'est qu'on repense tous les process, on cherche des solutions à tous les problèmes, tous les bottlenecks, toutes les choses récurrentes ou qui peuvent être automatisées et qui existent dans le venture. Ensuite, on bâtit des outils, et on ne bâtit pas des outils rocket science pendant des mois, etc. C'est des MVP, ça prend 2 semaines. Notre tech partner, qui s'appelle Alexis Robert, c'est un tueur, il vous code ça à la vitesse de la lumière. Et ensuite, on ship et on adapte. Et grâce à ça, on peut centraliser des ressources. Centraliser des ressources, c'est qu'au lieu qu'un entrepreneur m'envoie un email en me disant « Ouais, Jean, c'est quoi les meilleures ressources sur les marketplaces ?» Il va sur Kima Forward, il va dans Knowledge, il clique Marketplace, il a tous les meilleurs posts, de tous les meilleurs VC du monde entier et de tous les meilleurs entrepreneurs. Et c'est comme ça qu'il a accès à l'information. Il peut cliquer pour visiter le site. Il peut évidemment continuer de se balader dans Kima Forward pour aller chercher d'autres ressources sur d'autres sujets. Et il ne fera appel à moi que sur des sujets spécifiques ou des choses qu'il n'a pas compris ou pour des problématiques stratégiques, mais pas juste pour que je lui envoie un lien de blog post. Si vous rentrez dans votre portefeuille, la première chose que je vais vous conseiller de faire, et même avant qu'on investisse, c'est de lire Who, The A Method for Hiring. C'est un livre, tous les VC, en tout cas en France que je connais, et beaucoup anglo-saxons et en Allemagne, conseillent ce bouquin à leurs entrepreneurs pour embaucher. C'est la méthode simple, c'est une méthode simple, qui se lit vite, qui est pleine de bon sens. Évidemment, vous allez lire ça et vous allez dire « Ah, mais c'est super évident ». Bah ouais, mais le génie, c'est quand on vous explique un truc qui a mis des années à être démontré. Et ben, c'est exactement ça. Vous allez lire ça, et normalement, si vous avez une courbe d'apprentissage et d'exécution exceptionnelle, vous devriez être capable d'embaucher 10 fois mieux que ce que vous faisiez avant. Et donc, nos entrepreneurs, on va leur donner ça. Je ne vais pas leur faire un cours d'une demi-heure sur comment est-ce qu'on recrute quelqu'un. D'abord, c'est pas mon métier, je ne suis pas bon là-dessus. Moi, je suis un investisseur. Mon métier, c'est de poser des questions stupides, simples, en attente de réponses intelligentes et de me faire une opinion. Et ce n'est pas d'expliquer à un entrepreneur comment il doit faire du SEO, du SEM, du recrutement, de la supply chain ou je ne sais quoi. Mon métier, c'est de connecter mes entrepreneurs aux meilleures ressources et aux meilleures personnes qui savent faire dans ces métiers-là. Et c'est ça le but de Kima Forward. C'est d'arriver à scaler et à automatiser ce process de mise en relation et d'accès à la ressource. On a la même chose sur les tools et les perks. C'est simple, vous le savez, dans tous les accélérateurs et dans tous les incubateurs, vous avez accès à du Amazon, Google, Stripe, Algolia, gratuit ou presque avec des coupons. On le fait, on le fournit évidemment à nos entrepreneurs.
Et on espère qu'on va pouvoir un jour open sourcer ça pour que tous les VC de la place puissent le fournir à tous leurs entrepreneurs. Il n'y a pas de raison qu'on garde ça pour nous-mêmes, parce que c'est bon pour l'écosystème. Et si on pense qu'on gagnera moins de deals, ou qu'on sera moins bon, ou qu'on va se faire cannibaliser par le marché juste en partageant cet outil, c'est qu'on n'est juste pas bon dans l'investissement et qu'on a un gros souci à se faire sur notre réputation. Donc on pense qu'il n'y a pas de raison et on essaiera de partager cet outil avec les autres investisseurs. Et puis une fois que vous avez centralisé les ressources, vous avez une problématique d'expertise. À tout instant, vous avez des problématiques liées à votre exécution. La plupart d'entre vous, vous êtes des primo-entrepreneurs. Quand vous n'êtes pas des primo-entrepreneurs, vous êtes des primo-entrants sur votre marché. Et évidemment, vous êtes évidemment confronté à des problématiques, à des départements, à des choses sur lesquelles vous n'avez pas la compétence et vous cherchez la compétence. Réflexe numéro 1, c'est vous appelez vos copains. Et en même temps, en parallèle, vous mettez un post sur Facebook et sur Twitter et sur Product Hunt et sur Hacker News et sur tout ça. Réflexe numéro 2, vous appelez votre VC. Et réflexe numéro 3, il n'y en a pas. Et ben, idéalement, ce qu'on aimerait, en fait, c'est que vous n'ayez pas à chercher. C'est que vous ayez juste à trouver. Et donc, ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est décentraliser l'expertise en créant un réseau d'entrepreneurs qui ne sont pas classés par qui ils sont et dans quelle boîte ils bossent, mais par ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont déjà fait, dans quel secteur et avec quelle expertise. Et donc Pay It Forward, ce réseau qu'on est en train de bâtir, qui est autour de tous nos entrepreneurs qui sont les meilleurs dans leur domaine et de tous les experts qu'on connaît autour d'eux, on les classifie par expertise, par secteur, par géographie et surtout par milestone, parce qu'ils ont accompli. Et mon objectif, c'est pas que vous appeliez Damien Morin parce qu'il est passé de 30 à 300 personnes et qu'il a réussi à scaler la culture de son entreprise, et que vous l'appeliez parce qu'il est Damien Morin. C'est pas que vous appeliez Jean-Daniel Guillot parce qu'il a réussi à avoir la meilleure équipe d'ingénieurs de Paris et à bâtir un produit magnifique, très bien revendu à Trendline, parce qu'il est Jean-Daniel Guillot. Je veux que vous le contactiez parce qu'il a été capable de recruter les meilleurs ingénieurs et de construire un produit pour ce qu'il a fait, pas pour qui il est. Donc ici, on centralise, on a décentralisé un réseau d'experts qu'on classe par milestone. Et donc vous cherchez des milestones, vous cherchez une expertise, vous cherchez un secteur, vous cliquez, vous demandez une intro. Et l'enjeu, quand vous demandez une intro, c'est l'intro forcée. Si vous regardez le post de Fred Wilson sur avc.com, il a un post qui s'appelle Double Opt-in Introduction. Le double opt-in intro, c'est la base. Vous ne forcez pas quelqu'un à se mettre en relation avec un autre. Vous le demandez aux deux personnes s'ils veulent être mis en relation. C'est votre boulot de faire la vente, de dire à cette personne-là, je pense que tu dois te connecter à B, et de dire à B, je pense que tu dois te connecter à A, et ensuite de faire le match. Et l'enjeu, quand on a ces bases de gens hyper câblés sur des sujets donnés, c'est que si l'introduction elle est forcée, on va dégoûter notre réseau. Donc on veut pousser les gens à aller chercher cette introduction. Donc ce que font nos entrepreneurs, c'est que ce soit au niveau du portfolio ou des experts, ils cliquent sur demander une intro, ils demandent leur intro. Vous, en tant qu'expert, vous recevez la demande d'introduction et pourquoi cette personne-là va être introduite avec vous. Et vous avez 4 choix. Vous dites « OK, je veux bien l'intro », ou alors « Non, je suis conflicté »,« Non, c'est pas dans mon sweet spot », ou « Non, je suis pas disponible ». Bon, en gros, c'est 3 noms. Hein. Après, il faut choisir celui que vous voulez. Il y en a un, je suis pas disponible, ça veut dire je suis un peu busy, reviens vers moi plus tard. Le je suis conflicté, c'est me rappelle plus jamais. Et c'est pas dans mon sweet spot, c'est à peu près la même chose. Mais l'objectif, c'est que si quelqu'un vous dit non, que vous ne sachiez pas qui il est, et que lui, ça ne lui mette pas la pression, que vous le détestiez après parce qu'il vous a dit non. Donc comme vous ne savez que ce qu'il a fait dans l'expertise de son secteur, même s'il vous dit non, lui ne sera pas inquiet de vous avoir dit non. Et au contraire, s'il vous dit oui, il sera à fond. Et c'est ça l'objectif de la Double Opt-in Introduction et de ce qu'on a construit autour de ça, de ce framework d'intro en Double Opt-in, blind, c'est-à-dire vous ne savez pas à qui vous demandez un service, et c'est que si la personne accepte que ça fonctionne. Et l'objectif, c'est de craquer le code sur tout. Et évidemment, l'investisseur, ce qu'il fait, c'est que je donne des ressources, je donne un réseau d'experts, mais après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Il faut que je scale le reporting de mes 400 boîtes, il faut que je les aide à aller à l'international, il faut que je les aide à recruter, il faut que je les aide à 1 milliard de choses. Et donc, on teste en permanence des patterns pour régler des problèmes ou des bottlenecks qui sont souvent réglés toujours de la même manière depuis la nuit des temps. Si vous prenez l'exemple, par exemple, du recrutement, le recrutement, ce qui se passe, c'est qu'une entreprise a des postes, des positions qu'elle va poster sur son Workable ou autre plateforme, et elle va les spreader, et toutes les boîtes vont dire la même chose. Ma culture, elle est géniale, les perks sont super, le salaire, il est compétitif, tu as un peu d'equity, tu vois, ça va être cool. Et globalement, je cherche un product manager. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'offre, elle ne sert à rien. Ça veut dire que l'objectif pour nous, c'est pas de pousser une offre qui est commune à toutes les autres. Je ne veux pas me retrouver comme un fonds américain avec 500 postes à pourvoir dans une liste. Je veux trouver un moyen de scaler ce recrutement. Et surtout de le scaler d'une telle manière que ce ne soit pas painful, à la fois pour le candidat et à la fois pour la boîte.
Donc ce qu'on fait aujourd'hui pour nos entrepreneurs, et ce qu'on teste avec certains d'entre eux, c'est que tous les mois, on leur demande juste, à la Deliveroo, d'ailleurs Adrien Falcon de Deliveroo va venir parler tout à l'heure, à la Deliveroo, vous allez tous les mois sur votre dashboard, et vous cliquez je cherche Product Manager, Sales, Junior, Senior, développeur, tac, 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 tac. Je ne vous demande pas combien vous en cherchez, je ne vous demande pas une description complète, vous me dites juste ce que vous cherchez, ça rentre dans le système, et si j'ai quelqu'un qui vient sur Kima pour ensuite apply en tant que product manager, ensuite il a la liste des boîtes qui cherchent un product manager, il décoche ceux qui ne veulent pas, il l'envoie, tout le monde reçoit le candidat, et ensuite c'est à eux de faire le boulot de chasse. C'est comme la double opt-in introduction. Il faut que les entrepreneurs se donnent pour aller chercher le candidat, c'est trop facile de leur envoyer sur un plateau. Donc c'est ça qu'on fait au niveau du recrutement, et au niveau du reporting, on a un outil qui s'appelle Visible, qu'on a backé il n'y a pas longtemps, c'est les Américains, et qui nous permet de prendre un Google Spreadsheet, de le pousser dans un système qui vous donne des charts, sur lequel l'entrepreneur ensuite peut envoyer son reporting mensuel aux investisseurs, savoir qui a vu, qui a cliqué, qui a réagi, etc. Et ça nous permet de scaler évidemment le reporting de notre portfolio, et ensuite de déterminer aussi des patterns. Vous êtes une marketplace, c'est quoi le volume moyen de nos marketplaces, le chiffre d'affaires, leur commission, la contribution margin, etc., etc. Donc vous l'avez compris, chez Kima Venture, on s'est organisé, on a bâti une consistance dans nos process, on a bâti des outils, au départ par contrainte. Et la contrainte, c'est génial. La contrainte, c'est comme la compétition. Ça vous force à rentrer dans une routine qui vous rend meilleur dans votre job. Et même si aujourd'hui, Kima Forward, c'est que pousser à une trentaine d'entrepreneurs, qu'on le pousse progressivement, qu'on met du temps, que parfois on fait de mauvais deals, ou on n'est pas assez réactif, ou évidemment, comme tous les autres investisseurs, on a nos défauts. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on se bat pour continuer d'améliorer nos produits, pour les fournir à nos entrepreneurs, et que si on peut, cet outil, on le donnera à tous les investisseurs et à tous les entrepreneurs, parce que c'est bon pour nous, c'est bon pour vous, c'est bon pour tout notre écosystème, et pour qu'ensemble, grâce à des ressources centralisées, à des experts décentralisés, et à des initiatives ouvertes comme The Family ou la Halle Fraissinet, on arrive à bâtir un super écosystème hyper qui intrinsèquement fonctionne beaucoup mieux que les circuits fermés, et qui se rapproche beaucoup plus de ce qu'on voit de manière naturelle dans la Silicon Valley, qui est un système dans lequel il y a une liquidité énorme, donc ça tourne beaucoup, donc les gens essaient, vous avez 60 000 compagnies qui sont créées chaque année, vous en avez 55 000 qui crèvent, sauf que sur les 55 000 qui meurent, ça se recycle chez Facebook, chez Apple, chez Google, les gens s'entraident, etc. On est dans une dynamique qui est hyper liquide. Et nous, en France, comme on est moins d'entrepreneurs, que c'est moins concentré, et comme toute marketplace, et finalement c'est une marketplace d'entrepreneuriat, les entrepreneurs, les startups, etc. Comme on est moins concentré, il faut qu'on arrive à trouver les outils et les manières de mieux se connecter pour mieux se concentrer, pour être plus liquide et pour être plus efficace ensemble. Merci beaucoup.